aussi faire bouger des choses. Comment est-ce qu'on résout cette équation-là? Alors, oui, alors, toute modestie, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, c'est ce que je disais, effectivement, le livre est totalement dans le cadre actuel pendant les 8 premiers chapitres, enfin, jusqu'au 9e, et ensuite, je me fais, comme me l'a dit un de mes collègues de Paris 8, ah, tu t'es lâché dans le dernier chapitre, et c'est là qu'effectivement arrive la planification, parce que tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que la planification, donc là, je vais lâcher un mot terrible, c'est évidemment des interdictions. C'est-à-dire que l'idée de planifier, c'est de dire ça, on ne produit plus, ça, on n'importe plus, ça, on impose telle norme, et si vous ne satisfaisez pas la norme, c'est fini. On voit très bien, notamment dans la chimie, il y a un travail colossal à faire. Je pense que tu connais ça beaucoup mieux que moi si tu es chez les Verts, etc. Enfin, il y a un empoisonnement universel par la chimie aujourd'hui, qui est absolument partout. Et, tu ne peux plus acheter une barquette de bouffe préparée sans en même temps bouffer 50 trucs chimiques, etc., qui servent à rien. Donc, ça marche pas, une économie nouvelle. Donc, oui, mais alors, c'est là le truc, c'est là le truc de dire, on est un pays riche, etc., et donc on met nos règles, et effectivement, alors c'est là, effectivement... Mais qui, nous en France ou en Europe? Nous en France, c'est là qu'on rentre en conflit avec l'Europe et la désobéissance, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas, mais je mets des normes supérieures, moi, j'essaye d'avoir un argumentaire subtil qui est de dire, ma politique n'est pas nationaliste, au sens où je ne cherche pas, là où je suis pas du tout, je trouve que je ne suis pas du tout en contradiction avec la construction européenne, c'est que je ne cherche pas, contrairement à ce qu'ont fait beaucoup de gouvernements, à privilégier le producteur français. Et je dis juste, dans 5 ans, la norme c'est ça, sur mon territoire. Elle est beaucoup plus élevée. Si vous ne la respectez pas, vous rentrez. Donc, en France, vous n'avez pas le droit de produire, et si vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas le droit d'exporter votre produit chez vous. Oui, donc, effectivement, là vous avez raison, ça rentre évidemment en contradiction, et on est tout à fait d'accord, avec les règles de l'Union européenne sur le libre-échange. Et puis une économie d'exportation, mais ça, je me permets de préciser que c'est ce que font toutes les économies gagnantes, à commencer par la Chine, qui a une extraordinaire industrie, qui est entièrement tournée sur l'écologie, où les normes justement sont plus contraignantes, parce qu'ils ont un coup d'avance et que, alors vraiment je ne vais pas défendre la Chine, mais pour le coup ils ont une politique industrielle, et ils anticipent le durcissement des normes qui de toute façon va arriver. Et les normes, elles existent déjà partout. Donc simplement le truc c'est de dire, on les augmente. Et d'autre part, je trouve qu'on a un discours qui est quand même très faux en France sur l'Europe, et donc c'est là que, même si c'est un génie absolu, je ne suis pas Thomas Piketty, c'est qu'on veut toujours passer par en haut, enfin en tout cas la tradition, l'ADN de la gauche française, c'est on va faire le gouvernement économique européen avec de nouvelles règles de l'Union européenne, mais en fait ça rejoint exactement ce qu'on disait avant, on ne cherche jamais aucune alliance, ni avec les syndicats, ni avec les gouvernements des autres pays, ni avec des intellectuels, ni avec des ONG, rien. C'est-à-dire on va à Bruxelles, on dit, vous savez quoi, les autres Européens, là, qui êtes... bon, vous n'êtes pas français, donc vous êtes quand même un peu moins bien que nous. On va faire ça. Piketty, c'est ça. J'ai la solution, les amis. Paf. Bon, vous en voulez pas? Pourquoi vous en voulez pas? Attendez, on a réfléchi entre normaliens et polytechniciens. C'est la bonne solution. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Moi, quand j'ai fait ma thèse sur l'Europe, j'ai discuté avec des diplomates, etc. Qu'est-ce qu'ils nous disaient? Quel était le pays le plus présent à Bruxelles, à Strasbourg, etc. Les Anglais. Les Anglais, ils étaient tous là où il y avait 0 Français, il y avait 3 Anglais, du gouvernement, des boîtes, etc., qui eux pesaient sur la législation européenne, en permanence, à jouer des coups, tel État contre tel autre, etc. En France, on n'a jamais eu de politique européenne. On n'a jamais eu de politique européenne. Donc, évidemment, moi, mon truc de désobéissance, c'est de dire, je suis tout à fait européen dans l'idéal, je veux construire une Europe plus sociale, plus écologique, je bâtis le plus d'alliances que je peux. Simplement, je constate aujourd'hui que je suis ultra minoritaire, donc j'avance, et enfin, de toute façon, l'Europe ne peut pas être soutenue par les populations si, ce qu'elle est aujourd'hui, elle est un frein au progrès écologique, au progrès social. De toute façon, aujourd'hui, il y a un rejet de l'Union européenne qui est tellement massif que le truc de dire respecter les règles, je ne vois pas comment ça peut marcher. Donc effectivement, la désobéissance, ça passe par les 3%, etc. Mais après, je pense qu'il faut être malin, c'est-à-dire que l'idée de dire on fait péter les 3% de déficit, mais ensuite je fais des projets de transition écologique avec les autres pays européens, je fais des choses ensemble. Mais la planification, c'est la réponse au libéralisme. Et voilà, et donc la planification, c'est effectivement un moyen, disons, de... Après, c'est ça la réponse au libéralisme? Oui, c'est la réponse au libéralisme. Après, je pense qu'il ne faut pas... je veux dire, c'est pas noir et blanc. On est dans un pays où
où l'État joue un rôle très important. On n'est pas dans le capitalisme sauvage, il y a quand même des degrés de capitalisme. Le capitalisme n'est pas le plus débridé en France, quoi. Donc moi, mon idée, c'est que, de toute façon, je demandais avant pour des raisons sociales, mais je pense vraiment que la question écologique impose une démocratisation, une socialisation croissante de l'économie. Et alors c'est vrai, c'est là que mon optimisme est très paradoxal, c'est que je ne crois pas du tout que ça va arriver. Et donc je pense qu'effectivement, on va avoir des solutions autoritaires, parce que quand il va falloir se battre, si vous voulez, quand dans 20 ou 30 ans, quand il va falloir se battre pour les ressources naturelles, les questions de dette publique et tout ça, plus personne ne va en parler. Donc, quand il va falloir se battre pour la flotte, la bouffe, etc., les questions de dette publique, ça va sembler bien dérisoire, quoi. Donc, je n'ai pas répondu à ce point-là tout à fait avant. Et encore une fois aussi, la démocratisation des entreprises serait fondamentale de ce point de vue-là. Un des grands, par exemple, moi je trouve qu'un des grands échecs de la présidence Hollande, qui s'est présenté soi-disant comme étant social-démocrate, ce qui m'a fait beaucoup de peine parce que je suis très attaché au terme de social-démocrate, et en fait lui, il faisait juste une politique libérale toute pourrie, c'est que si vous dites on partage à égalité le pouvoir entre actionnaires, employeurs et salariés dans les conseils d'administration, ça ne coûte pas un radis, ça. Hein, ça, c'est une politique de gauche, c'est une politique démocratique, ça ne coûte pas un radis. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas assez grands? Et ce qu'on constate, c'est que les entreprises, il y a plein d'études là aussi, mais encore faut-il les connaître, plus les gens sont impliqués dans leur entreprise, plus ils sont productifs, moins il y a d'absentéisme, plus l'entreprise a une stratégie à long terme, etc. C'est ce qui sont archi connu depuis des années. Ouais. Est-ce que j'ai l'impression que notre problème est un problème plus culturel, ou plutôt d'absence de culture, qu'un problème d'intelligence, puisque les intelligences existent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens pour qui l'écologie, par exemple, est une question de luxe. Quand on n'a plus rien à faire, on s'occupe de ça. Et ces mêmes gens ou d'autres qui pensent que le social, c'est-à-dire le fait de faire attention aux plus démunis, est une question de charité, alors que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, les deux sont une question d'intelligence du système en général. C'est-à-dire que éduquer des enfants et des adultes, ça coûte moins cher que d'avoir à s'en occuper quand ils ne le sont pas. Et faire des investissements, effectivement, développement durable, etc., ça coûte moins cher que ce que risque de nous coûter, qui risque d'être vital, le fait de ne pas s'en occuper. Comment cette intelligence-là peut atteindre une majorité d'entre nous, au moins, pour que des décisions soient prises par des gens qui soient de gauche ou de droite, n'osent pas affronter les électeurs qui les ont élus. Non, je sais pas. Bon, là, de toute façon, je ne cherche pas la cohérence à tout prix. Là où je vais être assez paradoxal, c'est que j'ai l'impression que tout est question de leader, en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout ma conception de la politique, mais je me dis, on est pris aujourd'hui dans un tel cirque médiatique, il n'y a tellement plus de place pour la pensée, etc., ou alors sur France Culture que personne n'écoute et tout. Non, moi, non, mais il faut qu'à un moment, il y ait des leaders, qui aient les bonnes idées, qui soient capables d'avoir les bons messages. Bon, par exemple, sur l'écologie, un des trucs qui marche bien, c'est la santé. Oui. C'est l'angle par la santé. Ça, c'est assez malin. Parce que de dire, bon, là, tout le monde comprend. On dit, voilà, si vous bouffez de la merde, vous allez avoir un cancer, vos enfants vont avoir un cancer, tout ça. Bon, là, on commence à tendre l'oreille. C'est sûr que sur le social, par exemple, c'est très compliqué parce que c'est très facile à comprendre. Comme les conditions de vie sont très difficiles pour des millions de gens dans notre pays, bah, leur dire il va falloir être solidaire avec les autres, il va falloir payer plus d'impôts, etc., évidemment qu'ils ne peuvent pas l'entendre. Donc ça c'est compliqué. Tant que vous laissez les rémunérations délirantes des grands patrons, etc., il y a une violence qui empêche de... Mais moi, je sais pas, il faudrait qu'il y ait des... Pour dire le fond de ma pensée, par exemple, j'ai trouvé que, même si là pour les européennes, les partis dont je serais le plus proche, ça serait Génération ou les Verts, effectivement, j'avais trouvé par exemple que la France Insoumise avait bien posé un certain nombre de sujets au moment de l'élection présidentielle. Par
exemple, eux aussi parlent de planification écologique, ils mettaient au cœur de leur réflexion les services publics, etc. Après, je pense que c'est un parti dont le fonctionnement est plus que problématique et dont le dirigeant principal est tout simplement complètement fou. Donc effectivement, mais c'est dommage, parce qu'effectivement, je ne m'en réjouis pas, parce que ça empêche de construire des choses. Mais je trouve que là, et la France Insoumise, et je le sais parce que pas mal de potes qui bossent avec eux, ils font un travail intellectuel. Ils travaillent avec des universitaires, ils font un travail intellectuel. Donc ça, je trouvais ces éléments intéressants. Mais après, ils ont bon, voilà, leur rhétorique du peuple, etc., est insoutenable. Là, vous venez de nous dire effectivement ce problème, l'argument toujours, qui revient toujours à l'argent, mais alors il va falloir qu'on paye plus d'impôts, etc. C'est ce que j'ai pas entendu j'ai pas encore les livres dans la présentation, parce que vous nous avez cité deux façons de faire ce financement, qui est indispensable, qui sera le moteur de toute politique industrielle digne de ce nom. Et donc on a parlé d'emprunter sur les marchés, ce que j'entendais déjà dans ma prépa d'éco avec des gens très très bien il y a 20 ans où il fallait s'endetter et ça leur posait pas de problème. En 2008 a montré que quand on a fait endetter tout le monde et quand plus personne ou une masse critique ne peut pas rembourser, tout s'écroule, donc c'était pas aussi féerique que ça. Donc là j'irais quand même aussi, même si je sais qu'il s'agit d'éduquer les gens sans les faire tout de suite sortir du système, je pense que c'est un peu la méthode. Allons-y cool sur s'endetter plus auprès des marchés quand même. Et sinon l'impôt, mais il y a quand même un troisième moyen, vous nous renvoyez au CNR, aux gaullistes de gauche, Louis Vallon, etc. et avant, donc les devanciers du CNR. Dans le préambule, les lignes qui suivent, il faut quand même aussi nationaliser la Banque de France pour avoir le droit d'émettre de l'argent. Et pas pour émettre 100% de l'investissement du pays, ce que le MEDEF, etc. va toujours nous dire. Juste les 15, 20, 25% stratégiques pour avoir sa politique industrielle, sa politique énergétique, les investissements du futur. Ce que font la Chine, ce que font les BRICS, qui sont en train de construire un autre paradigme dans toute la géostratégie qui chez nous est filtrée de façon transatlantique, un système totalement en faillite et qui pousse aux guerres comme on l'a toujours vu, quoi, comme disait Jaurès. Donc voilà, est-ce que vous en parlez dans votre livre, la nationalisation de la Banque de France et autre chose que des banques centrales, quoi, peut-être des banques nationales avec une participation démocratique. Et les gilets jaunes sont en train de... Non mais tu as entièrement raison, là, sur le plan économique, tu as entièrement raison. Je sais, j'étais chez Cheminade. Mais, enfin, entièrement raison sur effectivement le fait que c'est un problème de ne pas avoir, de pas maîtriser sa banque centrale. Alors, c'est sûr que voilà, moi je me suis... C'est une question que effectivement j'ai déjà eue. C'est quelque chose qui n'a pas été digéré effectivement par la France, parce que c'est... Avec cette culture de gauche institutionnelle réelle. Ouais, parce qu'effectivement, pour nous, la Banque centrale fait partie effectivement des institutions publiques qui sont essentielles dans une économie mixte, dans une perspective de régulation du capitalisme et de maîtrise du long terme. Ouais, tout à fait. Mais, donc moi, je suis d'accord sur l'argument. Voilà, encore une fois, je me suis placé dans le cadre actuel et alors, je ne sais pas si ton idée c'est la sortie de l'euro, etc. Là, on a parlé d'un Frexit économique, quelque Non, on va dire que De Gaulle l'avait bien dit en parlant d'une Europe des patries des projets, c'est ce que j'ai entendu dans l'argumentaire. Il faut que ce soit interétatique. Les institutions supranationales, elles sont peut-être au-dessus des nations, mais il y a forcément autre chose dessus, et ce qu'on peut appeler le monde de l'argent. Oui, mais encore une fois, bon. Je suis d'accord vraiment sur le débat théorique et politique, mais bon, par exemple, justement, Varoufakis, avec son mouvement Diem 25, montre effectivement, il a raison, je pense qu'il a raison, que la Banque européenne d'investissement pourrait faire des choses absolument fantastiques en s'appuyant sur des bons, des obligations qui seraient rachetées par la Banque centrale européenne. Tout ça, c'est parfaitement faisable d'un point de vue légal, institutionnel, il n'y a aucun obstacle en Europe. Le seul obstacle, encore une fois, il est intellectuel, c'est-à-dire que 90, quand vous regardez la carte de l'Europe aujourd'hui, il n'y a à peu près que 2 gouvernements de gauche, il y a le Portugal, il y a à peu près la Suède, et c'est à peu près tout, et tous les autres sont simplement opposés à cette idée-là, qui est vue comme étant étatiste, et puis fin de la discussion, quoi. Sans parler en plus de la duplicité des élites françaises, qui très souvent revendiquaient des politiques de gauche en France, et quand ils étaient à Bruxelles, très tranquillement, votaient toutes les politiques de libéralisation, etc.
Bon, moi, quand je pensais à la désobéissance sur l'Union européenne, par exemple, je pensais au service public. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaiterais demain, c'est un gouvernement de gauche, c'est qu'ils disent on arrête. Les libéralisations qui sont prévues, on ne les fait pas. Et ça, je pense, ça serait un signe, parce qu'elles sont tout à fait discutables sur le plan économique. Il faut vraiment s'en passer et de dire la SNCF, elle garde son petit réseau, son petit machin, etc. La Poste, machin truc, on arrête le délire de la mise en concurrence. Et ça, je pense que ça ne change pas grand-chose au niveau économique, mais simplement politiquement, ça donne un sens. On est très attaché au service public en France, il y a de très bonnes raisons pour ça. Et libéraliser, hein, pour reprendre le terme officiel, les services publics au nom de l'Europe, je trouve que c'est dramatique parce qu'en fait, ça fait de l'Europe un accélérateur de la mondialisation. Parce que la mondialisation n'aurait jamais conduit à la mise en concurrence de la Poste ou de la SNCF. Évidemment, c'est pas vrai d'Air France, mais c'est vrai de la Poste ou de la SNCF. Et c'est l'Europe même qui nous conduit à dégrader la qualité de nos services publics. Et après, on dit, oh, bah, les gens sont concurrents. On a un président de la Commission européenne qui est luxembourgeois. Pardon ? On a un président de la Commission européenne qui est luxembourgeois. Qui est spécialiste de l'évasion fiscale. Donc on va peut-être en changer. On a un commissaire européen pour l'économie qui est français et anciennement socialiste. Mais alors là, faut pas me lâcher. Un ancien du clan. Mais par exemple, quand patron, non? J'ai eu comme patron. Oui. Quand l'excellent François Hollande était président de la République, il y avait Michel Barnier, commissaire européen, qui avait mis sur la place des propositions pas révolutionnaires mais intéressantes de régulation des banques. Et ben, c'est la France socialiste qui a fait en sorte que ces mesures ne soient jamais mises en œuvre au nom de la défense de nos grands champions français, BNP, Paribas, Société Générale. Donc c'est un gouvernement socialiste qui s'est opposé à un commissaire gaulliste, ou vous l'appelez comme vous voulez, sur la régulation des banques. Et alors là, vous prenez l'histoire de la construction européenne, alors là, des exemples comme ça, vous en avez de brouettes entières. On a encore une petite dizaine de minutes, puisque si on veut se laisser quand même boire un coup, non? Est-ce qu'il y a quelques dernières questions? Oui. Moi j'ai une question, c'est pas tout à fait économique, mais par rapport au problème précédent. Moi j'ai l'impression que notre principal problème, c'est quand quelqu'un qui est élu avec 10% de pouvoir électoral se retrouve après avec une majorité absolue au Parlement et fait absolument ce qu'il veut. Est-ce que c'est pas ça notre problème? Je pense que c'est pas exactement si simple. C'est-à-dire qu'en marche, ils ont quand même gagné, enfin s'ils sont majorité absolue c'est quand même qu'ils ont gagné les élections législatives. Mais cela dit, j'aime beaucoup ce sujet-là, parce que c'est quand même impressionnant de voir le consensus qu'il y a en France contre la proportionnelle. Je ne sais pas, vous avez fait le test, vous dites, moi je suis pour la proportionnelle. Oh, tu veux revenir à la 4ème République? Vous avez déjà entendu ça, ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que la proportionnelle, c'est l'instabilité, tout ça. Vous regardez en Europe, la proportionnelle, il y en a partout. Et il y a une étude de deux profs hyper instructifs. Ils ont fait une étude sur, je crois, 30 ans d'élections dans les pays riches, suivant leur système politique. Et ils constatent que lorsque le système est majoritaire, c'est la droite qui gagne 2 fois sur 3 les élections. Et quand le système est proportionnel, c'est la gauche qui gagne 2 fois sur 3 les élections. Et alors pourquoi? Ça s'explique. Alors pourquoi? Alors quelle est leur explication? C'est que quand vous avez un système majoritaire, comme on a en France, évidemment, c'est l'électeur du centre qui fait le choix. Et en fait, il dit, cet électeur, il a 2 possibilités. S'il vote à gauche, il aura peut-être un peu plus de services publics, un peu plus de social, mais il risque d'avoir plus d'impôts. S'il vote à droite, bon, la situation en fait ne va pas tellement changer pour lui, parce qu'il est au milieu de la distribution, donc c'est pas un pauvre, c'est pas un riche non plus, mais il n'aura pas les hausses d'impôts. Donc, il va en moyenne plus souvent avoir tendance à voter à droite. Et donc, puisqu'il n'a que 2 partis, une des conséquences du système majoritaire, c'est qu'il n'y a que 2 partis. L'exemple caricatural, c'est les États-Unis au Royaume-Uni, quand vous avez une élection à un tour au système majoritaire, en fait, il n'y a que 2 partis qui peuvent exister, puisque les partis qui sont au bord sont obligés de se rapprocher des partis de centre-gauche et de centre-droit, si on peut dire, pour gagner l'élection. Alors que dans un système, et en particulier, et c'est là que le système majoritaire est très, très critiquable, c'est que les classes populaires ne votent pas dans le système majoritaire, beaucoup moins que les autres, parce qu'elles ne se sentent pas représentées. On dit souvent en France, par exemple, que le premier vote des ouvriers, c'est le Rassemblement national. En fait, c'est pas vrai. Le premier vote des ouvriers, c'est l'abstention. Et alors que dans un système proportionnel,
eh ben, vous pouvez voter pour un